Deuxième question de Joël Didier Ngo. Quand franchissez-vous ce point de non-retour où vous comprenez qu'aucun réel changement, aucune réelle avancée n'est envisageable de ce cockpit et que vous devez explorer d'autres pistes à travers notamment votre mouvement Agir? Oui, je crois que c'était simple. D'ailleurs, quand je le verrai, il se passe un jour, je verrai à Yaoundé. Bien sûr. Il va se rendre compte. Pas tout de suite. Bon, pas Joël Didier Ngo ici, je ne pense pas qu'il va rentrer au camp. On va rester ici. Quand je fais une série de notes, j'en ai fait beaucoup, beaucoup à M. Biya, et je vois que ça ne bouge pas. Je comprends que je suis en train de perdre mon temps. Non, je comprends que je suis en train de perdre mon temps, ça c'est clair. Est-ce qu'il les lisait? Et moi, il les recevait. Il les recevait. Vous ne lui donniez pas directement, ça passait par quelqu'un, par un autre canal? Il les recevait, c'est pas qu'il les lisait, il les recevait. Je ne vais pas vous dire comment. Il les recevait, mais je dis, je vois que ça donne. Et je suis en train de. Vous voyez, Jackie, je suis en train de donner un système où, quand vous imaginez que c'est un système de gouvernance qui n'est pas orienté vers la performance, parce que quand vous êtes orienté vers la performance, vous avez des objectifs que vous vous assignez. Et vous avez périodiquement des indicateurs pour vous permettre de les contrôler. Mais si vous ne tenez pas le conseil des ministres, comment vous allez le faire? Comment vous allez le faire? Je vous pose la question, très franchement. Il n'en tenait donc pas, vous confirmez? Mais vous le savez, c'est quelque chose qui est officiel. C'est pas moi, c'est pas. Bon, Alpha Condé en avait parlé dans non, je vais dire que c'est officiel. C'est officiel. Quand le conseil des ministres se tient, non, ça se sait. Donc ça, il y a une façon de gérer quand vous êtes orienté vers la performance. D'abord, il y a des objectifs que vous vous fixez. Je viens de vous parler du chemin de fer. Moi, je ne peux pas rester à un endroit 40 ans, pratiquement, avoir un chemin de fer qui devait s'étendre et je vois qu'il s'est rétréci. Je ne peux pas rester à un endroit 40 ans. Je me rends compte que les gens continuent de se plaindre de coupures d'électricité dans les villes, en ville, dans les quartiers, dans les villes, pendant des jours. Et je reste indifférent à ça. Je n'en donne rien pour changer cela. Parce que, voyez-vous, même la concession des chemins, même la concession de l'électricité, autant que la concession de l'eau, vous voyez à quel point c'est politique. Je ne peux pas donner à un seul individu la concession de l'eau sur toute l'étendue du territoire. Mais je viens de vous dire que c'est une ville qui doit s'occuper de l'adduction d'eau. C'est vrai. Ici, il y a la Lyonnaise des Eaux qui s'occupe de la région Rhône-Alpes. Il y a une autre entreprise ici à Paris qui s'occupe de la région parisienne. Mais bien sûr, ainsi de suite. Chaque région. Mais ainsi de suite. Parce que ce qui est déjà réglé dans une région et qui est plutôt prioritaire dans une autre, ça devient prioritaire là-bas. Mais celui qui est à Yaoundé prend tout ça de la même manière. Alors, vous êtes en train de me poser la question. Joël Ngo a posé tout à l'heure, j'ai dit, mais attends, il était facile pour moi de me rendre compte que je donne des conseils, c'est écrit, je disais quand je le voyais passer, c'est écrit, c'est documenté, n'est-ce pas? Et je vois que rien ne bouge. C'est un peu comme cette question anglophone. En février 2014, je lui dis que, mais attendez, vous voyez, toute la signalisation dans une capitale, comme Yaoundé qui a capitale nation, excusez-moi en français. C'est encore un motif supplémentaire pour renforcer la frustration de nos frères des régions anglophones, n'est-ce pas? Et donc, comme on va au cinquantenaire à Boya, il faut prendre un acte pour que quelque chose change. Mais il y en a comme ça, et des conseils. Je me rends bien compte, je dis par exemple que, écoutez, tous les barrages qu'on est en train de faire là, tous les ouvrages de génie civil, barrages et ainsi de suite qu'on est en train de faire, il serait bon que l'école polytechnique, qui forme des ingénieurs de génie civil, puisse être impliquée dans ça, pour que, bon, les Chinois vont venir nous assister une fois, mais nous n'aurons pas les notes de calcul, nous n'aurons pas les schémas, n'est-ce pas? Et je pense que s'il faut que le troisième barrage ou le quatrième barrage, nous le fassions nous-mêmes, il faut bien que nos écoles d'ingénieurs soient impliquées dans leur construction. Cela paracheverait même la formation de ces ingénieurs. Mais ça va de soi. Mais dans toutes les écoles d'ingénieurs, je sais de quoi je parle, ça se fait. Même à l'occasion, on ferait un laboratoire d'hydraulique dans ces écoles-là, n'est-ce pas, pour reproduire ces barrages. Mais c'est exactement comme vous êtes en train de le dire. Ces écoles, c'est comme ça que ça s'est passé dans le monde entier. Mais vous ne pouvez pas dire, vous construisez une route, une deuxième route, une troisième route, une quatrième, et vous continuez à dépendre des gens.
Moi, j'ai vu les Indiens, il y a 40 ans, ils disaient, ok, vous, les Allemands, vous construisez le premier barrage, c'est pas moi, les États, vous construisez le deuxième barrage, mais le troisième, ce sera nous, les ingénieurs indiens. On fera les calculs. Mais vous en êtes là. Premier pont sur le Vouri, 54, les Français. Deuxième pont sur le Vouri, 60 ans après, les Français encore. Ça vous dit rien en tant que de lancer le défi à vos propres ingénieurs, alors que vous avez fait une école d'ingénieurs depuis 40 ans, où le premier corps de spécialité, c'était le calcul des structures. Il y a un problème. Il y a un problème. On comprend donc que c'est à partir de ces notes que vous adressiez. Mais je me rends compte que rien ne peut changer. Je vous dis, dans cette structuration de l'État, des institutions vraiment extractives, je les appelle extractives parce que les gens sont essentiellement dans le roi de l'État pour extraire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des institutions politiques extractives. Les gens sont dans le rouage de l'État pour extraire. C'est de l'extraction. C'est de l'extraction. Et c'est la raison pour laquelle vous baptisez votre mouvement Agir. Oui, Agir. Parce que ça n'agissait pas à l'objectif. Oui, mais non, qu'il est d'abord temps, qu'on prenne conscience qu'il est vraiment temps d'agir. C'est-à-dire la jeunesse, quoi. Et qu'elle prenne son destin en main. Parce que j'ai dit, la devise, c'est prenons notre destin en main. C'est ça. C'est-à-dire prenons notre destin en main. Moi, aujourd'hui, c'est pour les amener à prendre conscience. La jeunesse, c'est plus nous, là, mais je veux dire, c'est vraiment pour moi, parce qu'en plus de ça, je me rends compte qu'il n'y a pas de soudure intergénérationnelle. C'est-à-dire que ce que moi j'ai pu accumuler comme expérience en 40 ans, 41 ans, si je ne crée pas le mouvement pour qu'il y ait une soudure intergénérationnelle, n'est-ce pas, ben, ça partira comme ça. Donc voilà. Et dans ces pays, vous savez ce que ça veut dire. Quand vous voyez à quel âge les Fabius se sont retrouvés autour de Mitterrand, 32 ans. Il y en a beaucoup moins. Il y en a 25 ans. Les Attali se sont retrouvés autour de Mitterrand. Les Hollande qui sont venus après, n'est-ce pas? Hollande qui était directeur de cabinet de Max Gallo. Voilà. À l'époque où mon ami Bernard Baga était directeur de cabinet. Si vous calculez bien à quel âge ils entrent en politique, dont ils sont initiés, ils ont quoi, 25 ans? 25 ans, oui. Oui, c'est ça qu'ils ont. Nicolas Sarkozy, 28 ans, maire de Neuilly. Et vous, dans votre pays, ce que vous faites, c'est que vous n'assurez pas cette soudure intergénérationnelle. Et donc, Agir, c'est aussi ça. Créer ce réseau pour assurer une soudure intergénérationnelle, créer ce réseau, ce véhicule qui devient une passerelle de la diaspora, qui a besoin de contribuer, comme partout, à son pays d'origine. Et qui trouve ce véhicule par lequel, n'est-ce pas, on pourrait changer des législations et ainsi influer pour changer des législations, pour que les législations soient beaucoup plus favorables à la diaspora. Bien entendu. Les pays qui se respectent ont créé des législations. Vous ne seriez pas en train de vous demander je fais comment, je vais où, je vais tout. Parce que vous devez trouver une législation déjà pour pouvoir acquérir une maison, pouvoir acquérir ceci. Aujourd'hui, si vous observez la nationalité française par hypothèse, vous perdez celle d'origine. Alors que normalement, on pourrait bien dire... Mais seulement, vos footballeurs, vos hommes politiques ont tous la nationalité française. Oui, mais ça c'est de la tricherie, c'est dans l'ADN. Comment fait-on pour confier le capitana à Éric Choupo-Moting, à Rigobert-Son et consorts, sachant qu'ils ont des passeports français? Mais c'est la tricherie dans l'ADN du système politique que je viens de vous décrire. Vous avez des Camerounais à part entière, des Camerounais entièrement à part. Je suis en train de vous dire que la tricherie est dans l'ADN du système politique. C'est pour ça que vous vouliez qu'on aille à des élections pour lesquelles la tricherie est pratiquement connue d'avance. Une autre question de Joël Diengo. Vos déclarations sur TV5, je cite ces jours-ci, semblaient indiquer que vous étiez déjà au parfum de la non-participation du MRC aux prochaines élections au Cameroun. Étiez-vous déjà au parfum de cette non-participation du MRC aux élections? Ben écoutez, je crois que je répondais un peu... Parce que vous allez me traiter de tricheur si j'ai dit non, moi je ne suis pas... Si j'aime bien on dit que la vérité. Non, je ne suis pas un tricheur, oui. Vous étiez au courant? Oui. Vous voyez l'homme qui murmure à l'oreille de Dieu, ou bien qui est lui-même Dieu. Il était au courant et il est honnête de le dire. Merci beaucoup, car sur GMTV+, plus ou moins les politiques qui disent la vérité. C'est quelque chose de rare, hein? Oui, mais nous, on ne vient pas en politique. Quelqu'un comme Maurice Kamto, Maurice m'a dit un jour, Christian, je ne peux pas être un professeur de droit et ne pas appliquer le droit. Et ce serait même idiot d'imaginer que c'est une décision qui est prise comme ça, à l'emporte-pièce, de manière impulsive, non. Avez-vous été consulté par Maurice Kamto, plus qu'une certaine presse, dont le journaliste Xavier Messeux fait état d'une décision solitaire
unilatérale, voire autoritaire du professeur Maurice Kamto, on comprend que vous avez été consulté. C'est la question de Joël. Avez-vous été consulté par Maurice Kamto par rapport à ces décisions-là? J'ai déjà répondu. Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Mais il a appuyé pour avoir un deuxième oui. Joël est très tatillon. Il aime bien que le oui soit bien grand. Oui. Non, je ne sais pas si j'ai pas dit oui avant. Donc, plus fondamentalement... Mais je vais vous poser la question. Comment vous pouvez imaginer un seul instant? Oui. Ça vous donne aussi un autre trait de caractère de Maurice. Comment vous pouvez imaginer un seul instant, je ne sais pas, devant les téléspectateurs et tout ça, qu'on soit une coalition de cette nature? Vous voyez ce que je veux dire? Qui prennent cette décision-là et sans que je sois au courant. Non, mais je vous pose la question. Vous savez, il y a beaucoup d'affabulation dans la population, donc il faut plus apporter des informations. Moi, je sais, mais tout le monde ne sait pas. Je ne sais pas comment vous imaginez. D'autres diront que il a pris tout ça, il est un dictateur, il est ceci, il est cela. Mais je suis en train de vous poser la question. Moi, comme son allié à ce niveau-là, c'est une décision stratégique. C'est une décision hautement stratégique. Comment vous pouvez imaginer qu'il la prenne tout seul et qu'on commence à l'accuser qu'il a pris ça seul? Ça n'a pas de sens. Sauf qu'elle est une décision stratégique qu'on ne partage pas avec tout le monde. Donc c'est la différence. Que ces militants comprennent. Mais ça semble évident. Voilà. Mais est-ce que le pape, quand il prend les décisions, c'est tous les fidèles de l'Église catholique qui sont au courant? Croyez-moi, je préfère les décisions Maurice Kamto que celles du pape, vu le mal que l'Église fait. Ça c'est clair, ou bien peut-être parce que vous avez peur du ciel ou quoi. Non. Mais je suis d'accord avec vous, j'aurais pas dû, cet exemple ne nous intéresse pas beaucoup, mais c'était un peu pour parler en termes d'organisation, quoi. Voilà. Avant-dernière question, plus fondamentalement, quelles en sont les vraies motivations, puisqu'elles auraient pu aussi, cette décision aurait pu être prise pour les présidentielles 2018. C'est ce que j'avais approché à Joshua aussi sur ce plateau. Vous auriez pu refuser d'y aller aussi. Non. Le cas de l'élection, était encore une fois une autre stratégie. Non, oui, un piège inversé. un piège inversé parce que là vous allez voir quelqu'un qui ne fait pas campagne qui gagne une élection. Vous voyez, quelqu'un qui fait une campagne, on va dire 5-7 minutes. Vous exagérez, il a quand même fait un discours de 7 minutes, M. Pendai Kouka. Bon, 7 minutes, on va faire le discours de 7 minutes. Prenons ça comme ça, d'accord? Oui. Et Maurice Kamto qui fait le tour du Cameroun, d'ailleurs, à l'extrême nord plusieurs fois. Mais il se trouve que si tout s'était passé selon les textes, on savait que, ça au moins, à la sortie de l'élection, vous êtes censé avoir votre rapport. C'est pour ça que vous allez voir Alain Fougué, à un moment donné, demander le procès verbal. Parce que lui, à la sortie, il a un procès verbal. Et il demande, mais où est le procès verbal? Pendant le Conseil constitutionnel. Tout à fait. N'est-ce pas? Et eux, ils présentent, le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel passe la parole à son collègue qui présente un faux PV. Et là, Alain Fougué dit, regardez ce PV qui n'est pas signé. Et il envoie ainsi de 32 PV sur 58 départements. C'est-à-dire qu'il devait avoir 58 PV, et il y avait 32 PV qui étaient contestés, n'est-ce pas? Si vous imaginez que vous avez gagné une élection présidentielle avec une telle marge, avec un tel confort, 71% pour le gagnant déclaré et 14% pour le second. Ça veut dire qu'il y a 57 points qui vous séparent. Si vous êtes si sûr de votre victoire, qu'est-ce que vous faites? Quand on vous demande... D'ailleurs, vous n'attendez même pas que c'est lui qui demande de le compter. Vous dites, mais alors, le comptage, on va voir. Comme Laurent Gbagbo l'a fait en Côte d'Ivoire en disant, recomptons. Recomptons. S'il y a même une marge de 10%, vous êtes toujours sûr de gagner. Pourquoi il ne le compte pas? Vous êtes très fort dans ce pays-là. J'ai vu des départements dans lesquels on a voté à 105%. Oui, non, vous faites comment? Ils sont plutôt très forts en statistique. Chez l'office voisin, là, même les poules ont voté dans un village pour avoir 98%. Chez vous, il y a eu 105%. C'est très fort. Ils auraient échoué les examens de statistiques parce que vraiment, les statistiques qui dépassent 100%, c'est un problème. C'est très fort au Cameroun. Alors, il y a deux questions de deux téléspectateurs. Je vais vous donner leur prénom et vous choisirez par qui je commence. Il y a Richard et il y a Emmanuel. Bon, on va commencer par le premier, Richard.
Ah, on va dire que j'ai fait... Bon, allez. Non, vous avez dit le premier Richard et le deuxième Emmanuel, donc pour ne pas... J'ai dit on commence par Richard. Vous allez comprendre pourquoi l'un est Sawa et l'autre est Bamileke. Voilà pourquoi j'ai déjà donné leur prénom pour qu'on dise pas il a favorisé tel. Voilà, non, voilà. C'est la démocratie sur GMTV que vous voyez. Hein. Voilà, bon, voilà. Bon. Mon nom est Richard Gatchoko Yole, logisticien et écrivain camerounais basé à Montpellier et en Allemagne. Oui. J'aimerais tout d'abord remercier M. Christian Penda Ekoka pour le sacrifice suprême à l'endroit de la nation camerounaise. Ma question sera prise sous 2 volets. Votre refus d'aller aux élections, si c'est une question que je vous ai déjà posée, bien sûr. Donc, votre refus d'aller aux élections pour des motifs que nous connaissons tous avant ne traduit-il pas une stratégie mise en place depuis votre sortie de prison? Sinon, comment comprendre votre appel à candidature, même aux membres de la société civile, et revenir à moins de 24 heures de la fermeture des dossiers, faire un désistement? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on pensait vraiment qu'il allait organiser une révision consensuelle du code électoral. Donc, on ne voulait pas se mettre en marche, on voulait se dire que, bon, parce que ça ne prenait pas du temps vraiment de revoir ce code électoral. Donc, il ne fallait pas faire comme si on ne voulait pas aller à cette élection. On se disait, s'il fait, toujours dans son sens de vouloir piéger les gens, si d'aventure il fait la révision du code électoral consensuel tel qu'on le souhaite, mais que nous, on n'est pas prêts en appelant les militants, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va nous piéger en disant, mais venez à la révision du code électoral, mais vous n'êtes pas prêts pour l'élection, c'est nous qui serions en porte-à-faux par rapport à tout cela. C'est pour ça qu'on commence par dire aux gens, bon, venez, en espérant toujours qu'il va faire la révision du code électoral. Or, à la fin, il ne le fait pas, et on se dit, non, mais on ne peut pas aller à une élection qui devient un piège à con, en fait. Voilà. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Dernière question de Richard Gatchoko. Que doit attendre la diaspora de votre plan de résistance? Disons que nous considérons déjà la diaspora, je vous dis depuis tout à l'heure que nous baradons que c'est une ressource absolument importante, c'est un réservoir de talent. Je sais que GMTV plus c'est installé à Maroua, ça c'est sûr. Oui, enfin, je vais dire, vraiment GMTV et tous les autres, c'est un réservoir de talent. Un pays ne peut pas se permettre d'avoir autant de talent à l'extérieur et ne pas créer une passerelle avec ces talents. Mais enfin, je ne comprends pas. Des ingénieurs, des médecins, des journalistes, des financiers. Comment pouvez-vous avoir autant de talents et vous priver de ces talents? Moi, je ne comprends pas. Et ne pas créer des passerelles. C'est tout. C'est l'intérêt pour la diaspora. Et le combat, en définitive, si nous ne faisions pas ça, qu'est-ce qui est en train d'arriver au Cameroun? Ce qui est arrivé au Cameroun, c'est que on avait l'impression que le Cameroun est bouché, que c'est un bouchon. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à attendre. Beaucoup de Camerounais se détournaient déjà. Les Camerounais faisaient quoi? Ils faisaient déjà venir toute leur famille, là où ils étaient, leur proche famille, en disant « oublions ce pays ». C'était déjà ça la tendance. On fait venir la soeur, la frère, on fait venir maintenant la mère, on fait venir la grand-mère et tout ça. Et on dit « oublions ce pays, ça ne vaut pas la peine ». Alors que c'est votre pays. La stratégie des autres était plutôt de vous faire partir du pays, qu'ils gardent le pays pour eux tout seuls et faire du n'importe quoi. Là, aujourd'hui, on se dit, on donne la possibilité à la diaspora de comprendre. J'ai l'habitude de dire aux gens que mon petit-fils, mon premier petit-fils qui est au Canada, 18 ans, quand on lui dit que son papy est arrêté au mois de janvier dernier, janvier 2019, oui. Il demande simplement, mais il a arrêté pourquoi? Il est choqué, il demande, il a arrêté pourquoi? On lui dit, il a été arrêté parce qu'il marchait, faisait des marches pacifiques pour les libertés et les droits fondamentaux. Et il dit, je suis très fier de mon papy. C'est mon premier supporter. C'était mon premier soutien. Voilà. Bon, on va pas donner son prénom. Salut à toi, petit-fils. Et le plus marrant, c'est qu'après, il me fait une lettre. Il me fait une lettre. Il est né canadien et tout. Il me fait une lettre en disant, ben, je suis très fier de ce que
tu fais pour notre pays. Et je vais tout faire pour essayer à la hauteur de ce que tu fais. Mais j'étais choqué, enfin choqué, je vais dire positivement, parce que je dis, voilà, quelqu'un qui est né canadien et qui me dit, je suis très fier de ce que tu fais pour notre pays. Ça veut donc dire que quelque part, dans ses fibres, n'est-ce pas, il sait quel est son origine. C'est ça la diaspora. La diaspora n'oublie jamais. Jamais. Obama n'oubliera jamais. Jamais le Kenya. Voilà. Jamais. Il n'oubliera jamais. Et donc, moi je veux dire, franchement, moi, les Kennedy n'avaient jamais oublié qu'ils venaient d'Irlande. Non. Ça c'est quand même incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ces gens ont voulu faire comme ça, avec la diaspora? Même s'ils oublient d'où ils venaient, moi je ne pourrais jamais oublier le couscous cuit, le ndolé et le namwando. Voilà. Vous voyez le truc, quoi. Oui, mais on vous empêchait de venir le manger au Cameroun. On m'en empêche de le manger aujourd'hui. Donc c'est va changer. D'ailleurs, je vais le dire en face caméra, j'aime bien dire les choses. Il y a quelqu'un du régime qui m'a appelé et la semaine dernière, il m'a dit qu'il vaut mieux pour moi ne pas aller au Cameroun jusqu'à ces élections de février 2020, sinon je serai arrêté. Ça, de toute façon, on l'a dit. De toute façon, nous, on dit qu'on est sous la menace de la mort. S'il faut mourir pour ça, on est prêt à mourir pour ça. Parce que vraiment, vous me dites une chose, vous n'avez jamais été au nord. Je dis, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Alors que, mais à l'époque, on est dans les années 80. Vous preniez des avions marchaient encore, vous veniez avec vos amis. Ça avait d'abord été quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en France et vous avez vos amis français, vous dites on va faire le safari au Cameroun. Vous aurez été très heureux. Dès que vous arrivez à Douala ou à Yaoundé, vous prenez un vol, vous faites le safari à Maroua, vous voyez les éléphants, vous voyez les lions, les girafes. Qu'est-ce que les réserves? Ce sont les devises. Mais sont les devises, mais bien sûr. Mais l'industrie du tourisme, c'est l'exportation à domicile. Je vais vous confier un truc, M. Pendaykoka. Oui. Depuis le mois de mai 2016, j'avais pris la décision de ne pas retourner au Cameroun sous ce régime, tellement j'avais mal. À chaque fois j'arrivais, la situation sociale s'est dégradée de plus en plus depuis. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas y amener des amis. Comment vous pouvez avoir... Il n'y a pas de route. Comment vous pouvez avoir un tel pays avec vos amis ici? Vous avez dans le sud-ouest une réserve qu'on appelle réserve de Korop. Si vous frappez sur Internet, vous allez voir Korop Reserve. C'est des espèces absolument... des espèces animales exceptionnelles. Qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Or, les gens vont voir du Canada, des États-Unis qui a ces espèces-là, mais ne peuvent pas aller au Cameroun. Parce que les conditions de sécurité ne sont pas là. Il n'y a pas de route. Quelqu'un, 3 ans durant, on est en train de tuer, de massacrer ses concitoyens. Ça ne lui dit rien. Ça, c'est quoi? C'est une simple chose qui a commencé comme une revendication catégorielle, c'est-à-dire de professeurs et d'avocats. 3 ans. 3 ans. Jusqu'à ce que ça devienne presque une guerre civile. Vous vouliez que je reste là? Dans ce que j'appelle le cockpit? Vous voulez que je reste là? Mais enfin, je suis autonome, je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais je dois quelque chose à mon pays. Et ça, je devais cette décision à mon pays. De ne pas rester là, parce que rester à côté de M. Biya, c'était le cautionner. C'était cautionner tout ce qu'il fait là. C'est pas normal. Mais on n'est plus des gamins. On peut nous tuer aujourd'hui, ça, c'est plus mon problème. Mais rester, c'est cautionner ça. On est en train de tuer des compatriotes. Pour des gens qui ont commencé à faire des revendications de salaire, il suffisait de manière pacifique. Il suffisait encore une fois que cette solution inclusive. J'avais écrit un article. Alors là, vous allez comprendre mon chemin. Je vous dis, vous regardez Internet, vous allez voir, j'écris d'abord cet article en anglais en janvier 2017, donc pratiquement un mois après l'éclatement de cette affaire-là. Et ensuite, je le traduis maintenant en français en février. C'est le Messager qui le publie d'abord, ensuite l'Œil du Sahel. Mais déjà là, je suis en train de demander. Je dis que c'est une occasion historique pour faire des institutions politiques inclusives au Cameroun, pour avoir un leadership inclusif au Cameroun. Je le dis déjà dans cet article. Et ensuite, donc vous allez me dire, mais je suis au palais. Mais vous voyez bien ce que j'écris déjà. J'ai dit déjà cela. Un an après, je vais partir parce que je vais me dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens, on ne peut pas commencer cette histoire, on est à ce niveau. 2, je dis, pour tenir un dialogue transparent, crédible, qu'on ne répète pas l'histoire de Fumban 1. 61. Ensuite, je dis, il faut qu'on crée un État
qui soit, je dis fédéral-like, un peu comme un fédéralisme. Donc c'est là, c'est un témoignage. Ce que je fais plus tard, ça ne peut pas être un acte comme si c'était un acte de plus comme ça à la porte-pied. Je vous dis, les écrits sont là. Mais je vois que rien de beau. Je vois au contraire que les gens sont en train de s'entretuer. Ça ne fait que monter. Qu'est-ce que j'avais à rester là? Qu'est-ce que j'avais à soutenir là? Je gagnais quoi? Déjà, le simple fait que ce que vous devez savoir, que je sois un peu une espèce de, on va dire en anglais, rebel from within, c'est-à-dire je suis un rebelle à l'interne, n'est-ce pas? Un rebelle à l'interne. Il y a déjà beaucoup de monuments qui sont coupés. Ce que les gens ne savent pas. Beaucoup de monuments qui me sont déjà coupés parce que j'ai cette attitude. J'ai dit au président ce que je pense. On coupe, et ainsi de suite. On dit qu'il est têtu, il est rebelle, on coupe. Moi, je m'en fous. Voilà. Pourtant, sur ce plateau, Eric Tchindjé mentionnait il y a 1 an et demi, Eric Tchindjé était là, ancien journaliste de la Cameroun Radio Télévision, mentionnait qu'en 1990, oui. C'est M. Paul Biel, en personne, qui avait demandé à Eric Tchindjé de vous donner l'opportunité de vous exprimer sur ces questions-là. Je veux dire qu'en 90, encore une fois, c'était l'époque où les gens disaient non au multipartisme. Et donc, moi, je suis directeur des études de projet à l'Association nationale d'investissement. Apparemment, Biya veut savoir, comme son propre parti, il y a des gens qui sont en train de dire non au multipartisme. Biya veut savoir que pensent certains jeunes gens, n'est-ce pas, qui sont libres, qui peuvent s'exprimer. Bon, il y avait à l'époque le professeur Gabriel Lep de l'autorité mémoire, n'est-ce pas, et que Tchindjé voit d'abord, et ensuite il y a moi et Amani Bieleu et Tom Dieu. Amani Bieleu, en effet. Et Tom Dieu. Nous nous retrouvons à la télévision. On veut d'abord effectivement s'assurer que, mais est-ce qu'on ne va pas venir nous arrêter là? Nous disent que non, c'est le président qui a demandé. Donc, les deux font une interview, Eric Tchindjé et Charles Ndongo. Mais nous leur disons, moi je me souviens de ce que je lui disais déjà à l'époque, du point de vue de la politique, qu'un parti politique, c'est comme une organisation. Il n'est pas isolé, n'est-ce pas, des courants mondiaux de l'environnement externe. Comme c'était la perestroïka et la glasnost, vous voyez, qui se faisait déjà, comment on dit ça, le RDPC ne peut pas s'isoler de ce courant. Il doit pouvoir se remettre en cause, au risque de dépérir. Et je pense d'ailleurs qu'à l'issue de ça, je pense que Tchindjé vous dira qu'il a envoyé il l'a dit dans l'émission, il l'a envoyé à la présidence. À la présidence, et que le président Biya l'a remercié. Mais ensuite, ça a été bloqué. Ça a été bloqué, la diffusion a été bloquée. Regardez cette interview d'Eric Tchindjé sur ce plateau, il explique le pourquoi cette émission n'a jamais été diffusée. Voilà. Et il vous dira dans cette émission, pour que les gens sachent, ce que Pene Koka avait dit à l'époque, comment j'avais descendu le système, l'économie et tout ça. En effet. Donc, c'est 90, c'est-à-dire il y a 30 ans. Vous n'avez même pas 40 ans, vous... Mais bien sûr, donc je suis cohérent. J'ai 38 ans, exactement. Waouh. Et 1 an après, j'ai démissionné de la SNI. J'ai 39 ans. C'est une tête dure, hein? Non, mais enfin, je ne sais pas si c'est une tête dure, je suis cohérent, c'est tout. Il fallait être courageux à cette époque-là pour dire ce que vous aviez dit et ensuite démissionner quand même, hein? Ah oui, mais je veux dire, il y a des gens qui vous lancent des choses et tout, mais qui ne vous connaissent pas simplement. Mais moi, je m'amuse parce que c'est pas ça mon chemin n'est pas ça, ils ne me connaissent pas. Mais vous qui faites cette émission, je vous dis 90, Eric Tchindjé fait cette émission, il y a ce que j'ai dit, j'ai 38 ans, 1 an après j'ai démissionné, j'ai 39 ans, et puis bon, ben voilà, aujourd'hui je suis là, qu'est-ce qu'il y a de changé dans ce que je fais? Ce que je dis, j'ai une histoire d'écriture depuis plus de 30 ans, mais ce que c'est écrit. Même à l'intérieur du RDPC, quand on gagne les élections en 2004, je dis, maintenant que nous avons la totalité du pouvoir, qu'allons-nous faire? Je pose la question, c'est les jeunes à l'intérieur. En 97, c'est-à-dire il y a 22 ans, j'ai écrit un bouquin Cameroun vers le 3e millénaire, n'est-ce pas? Et c'est Joseph Charles Doumba qui le préface. Si vous lisez la préface de Joseph Charles Doumba, elle va vous surprendre. Elle va vous surprendre. C'est-à-dire dans le sens que ce que je suis en train de dire, j'ai raison, et qu'il faut qu'on sorte de ce système d'écrasement de l'individu. Mais c'est des gens qui ont écrit, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage de poser les actes. Pour les plus jeunes, Joseph Charles Doumba à l'époque était secrétaire général du RDPC, Parti au pouvoir au Cameroun. Et aujourd'hui, je suis en train de chercher à rééditer cet ouvrage par Agir et de demander aux jeunes gens d'Agir de relire ce que j'ai écrit il y a 22 ans et qu'ils en fassent une nouvelle préface. Je comprends pourquoi Maurice Kamto est votre ami. Hein? Bah, ça, parce que ce que vous posez comme acte aujourd'hui, vous l'avez pensé il y a 30 ans. Oui.
oui, absolument. Nous avons, je dis toujours, nous avons une connivence intellectuelle. C'est pas ce qui... D'ailleurs, c'est pas ce qui m'intéresse. Il faut qu'on change ce pays-là. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ce qui devait se faire, par rapport à ce que les autres font. Nous savons que nous aurions pu le faire. Et je peux vous assurer que nous arrivons et vous n'aurez plus ce genre de problème à dire que qu'est-ce que je fais. Bon, je ne peux pas comprendre que vous soyez ici en France avec des Français qui auraient déjà voulu aller avec vous au Cameroun et qui dans ce pays-là auraient vu pratiquement 4 climats. 4 climats en un séjour de 10 jours. C'est-à-dire, aurait été au Sahel. Oui. Au nord, cela allait dans les montagnes. À l'ouest, aurait été dans le littoral, n'est-ce pas? Et tout ça. En 10 jours, aurait vu 4 climats. Aurait vu des gorilles, aurait vu des éléphants, aurait vu... Enfin, je ne sais pas. Où est-ce qu'on a ça? Même le Rwanda, qui aujourd'hui fait des choses absolument merveilleuses, le Rwanda n'a pas ça. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Le Cameroun, c'est 475 000 km². Si vous regardez l'art culinaire du Cameroun, ne se compare à nulle part ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous confier quelque chose. Ma feu épouse était blanche, née en France, elle n'avait jamais mis les pieds au Cameroun. Oui. C'est elle qui me fit découvrir mon premier restaurant camerounais à mon arrivée en France. Voilà. Et parce qu'elle y allait manger quelque chose qu'elle appelait la pâte avec la sauce jaune. Voilà. Cette pâte-là, c'était le taro. Que la blanche allait manger. Elle me dit, ben viens, je t'amène au restaurant de ton pays. Et j'arrive, elle commande sa pâte blanche dans le taro avec la sauce jaune. Oui. Et moi, je commande mon foufou avec la sauce gombo. Oui. Est-ce que vous voyez? J'ai plein d'amis comme ça, tout le monde qui est allé au Cameroun. J'ai justement un souvenir d'une amie avec qui je faisais la consultation hollandaise, qui vient me voir au Cameroun. Je l'amène donc, puis un ami nous invite pour manger le taro. Et elle voit comment on a mis la sauce au milieu. Et elle me rappelle toujours ce souvenir, elle dit que mais, la sauce là, on faisait le barrage. Bon, c'était un barrage. Oh, mais sans votre stratégie, ce que vous auriez mangé ici il y a 3 jours était un truc de l'Ouest. Vous voyez ce paquet de maïs frais avec de l'huile rouge. C'est ce qui avait été fait. Oui. Mais bon, j'ai tout mangé, c'est perdu pour vous. Ah ben, c'est la prochaine fois, non? Vous retournez au Cameroun? J'espère qu'il y aura une prochaine fois. Bien sûr. J'ai pas l'intention de vous lâcher. JMTV Plus vous suivra toujours. Hein, voilà, ça, c'est fini désormais. Voilà, donc voilà. Bon, on va parler d'Emmanuel maintenant. Oui. Emmanuel Ebele. Oui. Oui. Bon, ça me rappelle Ebele Owosso. Bonjour, monsieur Ebele. Donc, aucune répression n'a résisté à un peuple déterminé, dit M. Emmanuel Ebele, qui est prothésiste quelque part ici en France. Vous aurez besoin de lui. Oui, d'accord. N'avez-vous pas réalisé pendant votre incarcération arbitraire que votre démarche intéresse peu les Camerounais? Excusez-moi, mais votre logiciel ne fonctionne pas. Que comptez-vous faire maintenant? Voilà ce qu'Emmanuel Ebele pose comme question. Non, je pense que il peut avoir raison raison, oui ou non. C'est-à-dire que, en fait, il voyait la réaction des Camerounais. Il voyait la réaction des Camerounais et à l'interne, hein, et je ne parle pas des Camerounais de la diaspora, quoi. Je parle des Camerounais à l'interne et il avait l'impression que les Camerounais, vraiment, si ça s'était passé ailleurs, au Burkina, les gens auraient vraiment marché. Il va de soi que c'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais vous dire également ce qui s'est passé au Cameroun. J'ai utilisé le terme zombifié parmi les premiers. Voilà un peuple. Vous pouvez faire des enfants et vous passez le temps à zombifier aux enfants, c'est-à-dire à en faire des gens éculés et masculés et tout ce que vous imaginez. Vous pouvez être un leader et ce que vous avez comme rêve, c'est de masculer les gens? Non. Non. Voilà ce qui s'est passé avec ces gens, c'est vrai. Masculer les gens. En disant qu'il va apporter la démocratie. Vous apportez la démocratie à des gens qui ne sont pas éclairés, que vous n'avez pas travaillé à émanciper, à éclairer, et que vous n'avez pas amené à rester debout, stand up for your rights. Pas de culture politique. Pas de culture politique, ainsi de suite. Et ces gens, après, réagissent comment? C'est aujourd'hui, vous pouvez dire, monsieur Ebele, vous pouvez voir là, petit à petit, comment cette ferveur est en train de remonter. Comment ces jeunes gens sont en train de dire que mais, nos papas là ne peuvent pas aller en prison pour nous, accepter même au besoin d'être tués
et nous restons derrière, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je suis souvent en train de dire aux gens d'agir que seuls des êtres libres sont capables de se développer. Oui. Et j'ai dit, à un moment donné, avant le tribunal, quand le tribunal commençait, je disais que, mais, qu'on me dise, les gens de Hong Kong, aujourd'hui, ont parmi les revenus les plus élevés du monde. Si c'était qu'une question économique, ils ne devraient pas se battre. Non, ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas, parce que du point de vue économique, ils sont vraiment nantis. S'ils continuent de se battre par opposition à la Chine continentale, c'est pour préserver leurs droits et libertés. Leurs acquis. Leurs acquis, en termes de liberté et droits fondamentaux. Oui. Ça, c'est important pour que les gens comprennent bien cela. Et je dis, il y a pratiquement 4-5 siècles, en Angleterre, le roi avait droit de vie et de mort sur ces sujets. On n'est pas en train de parler d'Afrique. Les gens oublient aujourd'hui que le roi d'Angleterre avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Et comme vous savez, quelques individus comme les Locke, les Hobbes, les Cromwell ont commencé à se dire, mais au nom de quoi un individu peut avoir droit de vie et de mort sur ces sujets? Et ils ont commencé cette bataille pour la liberté. La première révolution, en fait, en termes de droits humains, se fera en Angleterre. Elle va se faire en France, on va dire pratiquement un siècle et demi plus tard, en 1789. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'équivalent. Seuls des êtres libres peuvent se développer. Je me souviens de ce qu'on me disait qu'un ministre, je vois que c'est Contu qui le disait, au Cameroun, il est parti à l'Ouest une fois, et il a commencé à dire aux jeunes gens, un vendeur de machines ne cherche pas la bagarre. Ah, je pense que c'était Victor Futso, un vendeur d'œufs. Un vendeur d'œufs. Ne cherche pas la bagarre. Un vendeur d'œufs ne cherche pas la bagarre. Je peux le dire en badjoun? Oui, bah, oui, je dis en badjoun. Voilà. Voilà ce que j'avais entendu. Vous l'avez entendu, d'accord? Oui. Et donc, quand on est parti en campagne en 2018, en septembre 2018, en campagne à Bafoussam, j'ai dit aux jeunes gens de Bafoussam, je dis, un de vos aînés a dit ici, il y a quelques années, qu'un vendeur d'œufs ne cherche pas la bagarre. Et moi, je vous pose la question. Et si maintenant on s'attaque à votre panier d'œufs, qu'est-ce que vous faites? Le gars dit, on se défend. J'ai dit, eh bien oui, défendez-vous. Sachez que ce panier de là, c'est votre dignité. C'est votre dignité. Et quand on s'attaque à votre dignité, il faut vous défendre. Nous, on croit, on est bien content de venir dans ces pays, de voir tout ce qui se passe là, en termes de liberté. Ça a été acquis. Jackie Moifo, ça a été acquis de haute lutte. De très haute lutte. La Bastille, c'était pas, comment on dit, c'est pas une partie c'était pas une partie de plaisir. La Bastille, les Danton, les Robespierre, le Marquis de Lafayette. Il y a même des gens qui partaient des États-Unis pour venir, Thomas Jefferson et tout cela. Et j'ai vu de la même manière, quand il y a eu en Espagne, la guerre d'Espagne, j'ai vu Ernest Hemingway, au nom de la liberté des Américains, aller en Espagne pour justement cette quête pour la liberté. Or, quelqu'un passe le temps à gouverner un pays et en réalité à ne faire que ratatiner ses propres populations, ses propres concitoyens. Ils vont se mettre debout quand? Il a voulu faire quoi? Vous avez des enfants, vous faites des enfants pour qu'ils soient ratatinés, vous faites des enfants à la limite pour qu'ils vous défient. Mais c'est de ça qu'il s'agit et je suis en train de dire à M. Ebele qu'il ne s'en fasse pas. Nous sommes en train de faire une révolution. En fait, c'est même un combat pour la libération du Cameroun. Je dis, ce n'est pas pour nous, pour nos positions. Nous sommes quoi? Nous sommes limités dans l'espace-temps. Mais si on peut aujourd'hui réveiller la conscience des Camerounais, les éveiller au fait qu'il n'y a rien qui dépasse la liberté. Il n'y a rien qui dépasse la liberté. Je pense que petit à petit, ça va venir. Et voilà ce que je peux lui donner comme réponse. Je pense que c'est en train d'arriver. Même si vous avez déjà répondu à cette question, vu comment M. Emmanuel Ebele l'a tourné, je vais quand même vous la lire. Oui. Le refus d'aller aux élections n'est-il pas la peur d'une raclée? Je vous conseille de commencer par implanter vos mouvements dans toutes les communes du Cameroun avant d'envisager un destin national. Non. Monsieur Ebele, nous sommes implantés dans toutes les communes du Cameroun. Le MRC, qu'on ne lui raconte pas d'histoire, le MRC est implanté dans toutes les communes du Cameroun. N'eût été ce que vous savez de ce régime, les obstacles, la tricherie. Je dis, la tricherie est dans son ADN.
La tricherie est dans son ADN. On a peur de quoi? Mais est-ce que vous pouvez avoir peur d'une compétition qui est équilibrée? Non. Mais vous ne pouvez pas aller dans un match de football, on vous dit que l'arbitre, c'est de l'équipe de votre adversaire. Vous parlez de Clément Tangana? Bien entendu, puisque je disais tout à l'heure que... Appelez-le par son nom. Bien sûr. Mais je veux dire, ça commence pas par lui. Lui, c'est même vers la fin. Parce que je commence par Elecam. C'est-à-dire que toute l'ossature qui doit surveiller l'élection, n'est-ce pas, est sous le contrôle de votre adversaire. Vous faites quoi? C'est pas un jeu équilibré. Mais Koka Mercis l'avait déjà dénoncé en 90 dans ce match où il disait que les poteaux sont du RDPC, le terrain est du RDPC. Mais voilà. Mais seulement à l'époque, vous aviez ri sans comprendre le sketch. Voilà. Et là, en disant qu'il va Ebele Nancy va me demander, Ebele Manuel, je vais dire, va demander, mais pourquoi vous y êtes allé en 2012? Mais j'ai déjà répondu à cette question en disant que c'était justement pour inverser le piège et mettre l'adversaire à nu. C'est tout. Alors, peut-on dire que Gustave Essaka a enfin trouvé un successeur? C'était lui l'homme des pièges avant, désormais c'est vous peut-être. Alors, il a fait quel piège, Gustave, paix à son âme. Lui, il avait fait quel piège? C'est des pièges pour des pièges pour attraper la paix, je crois que c'est ça. Paix à son âme. Et je salue toute la famille de Gustave Essaka, c'était quelqu'un, j'aimais bien écouter, j'étais tout gamin. Hein. Je n'avais même pas 17 ans, je l'écoutais. Voilà. Dites-moi, Christian Pendai Koka, je pourrais vous garder là toute une journée, hein, il y en a dans la tête, mais je sais que vous êtes pris par le temps. Voilà pourquoi je m'arrête là. Mais y a-t-il une question fondamentale que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus, étant donné que par rapport à vous, je ne sais vraiment rien? Moi, je crois plutôt qu'on a balayé cette question. Quelqu'un mais je vais vous dire une chose, je pense que c'est ça peut-être là. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Il s'est passé que quand vous comparez le Cameroun à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, moi je me souviens que quand j'arrivais en France, de temps en temps, je veux dire, quand je venais en voyage ici, de passage, en mission, je rentre des États-Unis, je m'arrête ici et tout, rencontrer les Français, dès que vous posez le problème de l'alternance au Cameroun, on vous demande seulement, mais il y a qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a qui? En fait, voilà un régime qui a travaillé à émasculer tout ce qu'il aurait pu avoir comme alternative politique. Soit en les corrompant directement, soit en détenant des pièces compromettantes contre des leaders politiques. Soit en les exilant. Soit en les exilant, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, en faisant une politique de vide. De vide, la terre brûlée, c'est-à-dire il n'y a rien. Observez ça bien. Donc, vous n'avez pas eu pendant tout ce temps de vrais acteurs politiques, c'est-à-dire des acteurs politiques autonomes. Dès que ça pointe, on tape. Alors, taper de plusieurs manières. Soit on vous corrompt pour détourner de l'argent et on détient une pièce contre vous. Soit que on vous fait du chantage parce qu'on a des preuves d'un détournement d'argent, on a ces pièces, et donc, du coup, vous taisez. Et je peux vous dire que si vous allez à la SRC, il y a des gens que vous ne soupçonnez pas. SRC, la Société de recouvrement du Cameroun. C'est-à-dire que les dettes que des gens doivent, n'est-ce pas, aux banques qui ont été restructurées avant, l'État a racheté ces dettes. Et donc, il y a plein de personnalités qui doivent de l'argent à la SRC. D'accord. Et vous allez avoir là-dedans, si vous êtes comme vous êtes... on va vous aider un peu lorsque vous êtes bien sûr. Vous allez avoir des gens qui vous surprendront. J'adore ça. Des noms qui vous surprendront. Bon, veillez sur moi avant qu'il me tue. Donnez-moi tout ça avant qu'il me tue. Voilà, je vous donnerai ça. Et vous comprendrez pourquoi ces gens occupent des postes, mais ils ne peuvent pas parler. Je comprends pourquoi. Monsieur Amadou Ali, je vous ai écrit il y a quelques jours. Il faut me répondre, monsieur Amadou Ali. Donc, Mathias Owonangini, il faut aussi me répondre. Je vous ai écrit. Une manière de dire que voilà des gens de 2 milliards, 800 millions, 1 milliard, 4 milliards, 8 milliards, et ainsi de suite, et ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils doivent beaucoup d'argent à la SRC. Et vous voyez, c'est une façon de les tenir, de les contrôler. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous avez une scène politique qui est comme ça, vous ne pouvez pas avoir d'alternance. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, vous avez au moins 5 ou 6 acteurs politiques. 5 ou 6 acteurs, c'est-à-dire que vous connaissez. Ils sont là.
ils sont dans le jeu politique. Et donc, les Ivoiriens eux-mêmes ne vivent pas avec une inquiétude que si Ouattara n'est pas là, ce sera qui? Vous avez au moins 5 ou 6 personnalités, sinon davantage, n'est-ce pas, crédibles, qui font de la politique et qui disent que, bon, on peut prendre, n'est-ce pas, la succession. Quand vous allez au Sénégal, c'est pareil, n'est-ce pas? Mais observez ça dans le cas de l'Afrique, au Kenya, c'est pareil. Observez le Cameroun. Observez le Cameroun. Exactement. C'est-à-dire que vous voyez que les gens ont travaillé à vider la sphère politique d'acteurs politiques importants, susceptibles de montrer que, en fait, il y a une possibilité. Sinon, ça fait rentrer donc ces pays dans une espèce d'hantise d'angoisse. On passe le temps à dire, mais s'il n'est plus là, ce sera qui? Ce sera qui? Ah, avec lui, vous avez la paix. Exactement. C'est la première fois que vous voyez des gens émerger de manière qui sont indépendants, que vous ne pouvez pas mettre en prison. Maurice Kamto, d'autres, moi. Voilà. En disant, Albin Zongan. Exactement, en disant que voilà, on ne vous doit rien, mais on fait la politique. Parce que la politique est importante. Parce que si la politique, vous ne la faites pas, elle vous fera. Ça, c'est clair. Et le leadership est la cause, tout le reste est effet. Tout ce que vous avez au Cameroun aujourd'hui, ce sont les effets d'un mauvais leadership. C'est tout. Il n'y a pas une autre réponse. Comment vont vos amis Albin Zongan? Il va bien. Albin va bien. Je sais qu'il est quelque part ici comme vous. Non, il est rentré. Bon. Il est rentré, il était là. Vous lui passerez mes salutations. On ne s'est pas croisé. Moi, je voyage beaucoup. Peut-être c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas vu. Il y avait qui d'autre avec vous que j'oublie? Maurice Kamto, il va très bien. Je le vois toujours. Maître Ndo qui est passé par là. Il y a qui d'autre que je n'ai pas vu? Il y a Jean-Claude Djoko. Jean-Claude Djoko, vous ne connaissez peut-être pas. Bon. Est-ce qu'on a Ali Djoko? On en a parlé tout à l'heure. Bon, on reviendra là-dessus. Merci beaucoup, M. Christian Pendaye Koka. C'est moi. Sachez que vous êtes éternellement le bienvenu sur JMTV+. Éternellement. Je suis à vos dispositions, surtout parce que je voudrais que vous veniez faire du tourisme avec vos amis français. Ça, j'accepte pas ça. Que les gens soient dans un pays comme ça et que les autres ne se disent pas que, mais tiens, on a fait quelque chose d'extraordinaire sur vous. N'est-ce pas les gorilles, n'est-ce pas, les éléphants, et regarde tout ce que vous avez comme richesse, la faune, la flore et tout, c'est absolument merveilleux. Sachez que c'est vous qui m'avez rendu étranger au Cameroun. Non, mais c'est bien, Vogada aussi, ben voilà. Ah, voilà. Donc, on doit se battre. Voilà. On doit se battre, et puis on va continuer, on va se battre, on va dire Djemte Boye Bofo. Merci beaucoup, M. Christian Pendaye Koka. Je ne serre plus les mains des hommes politiques, mais je vais serrer la vôtre, donc merci. Parce qu'ils vont vous salir la main, c'est ça, non? Non, c'est pas ça, c'est que certains pensent mal. Donc, je le dis ici, hein, certains pensent mal. Oui. En jouant là, on a murmuré qu'on voulait me supprimer parce que je ne suis pas politiquement correct. Ah oui, d'accord. Non, mais vous pouvez serrer la mienne, au contraire. Voilà. À très bientôt. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme fait de manière enjouée vous a plu. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre homme politique. D'ici là, malgré la situation difficile, selon ce que vous avez entendu dans les propos de M. Pendaye Koka, gardez espoir. À très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. Bye bye. Voilà. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.